Bonjour Julia Amlaoui, Bonjour. vous êtes chef du service politique de l'Humanité. Alors, quels sont les principaux points à retenir du discours d'Emmanuel Macron au Muro sur la lutte contre les séparatismes? Et d'ailleurs, était-ce un discours sur les séparatismes? Alors, effectivement, c'est l'un des premiers points qu'on peut noter sur ce discours, puisqu'on attendait effectivement un discours sur les séparatismes avec un S. C'est ce qui avait été annoncé pendant l'été par le gouvernement. Évidemment, on ne s'attendait pas, comme nous le disions dans notre édition de ce vendredi dans l'Humanité, à ce que le président aborde le séparatisme des riches, qui est pourtant l'un de ceux qui sont effectivement entretenus. Mais le S ajouté à la présentation du projet de loi laissait supposer qu'il aborderait différents champs. On évoquait notamment la question de certains discours d'extrême droite, par exemple. En l'occurrence, il a recentré dès le début de son propos son discours sur la question de l'islamisme radical, et c'est bien un discours de lutte contre l'islamisme radical que s'est livré Emmanuel Macron ce matin au Muro. D'accord, alors les principaux points de ce discours et donc de ces engagements dans la lutte contre l'islamisme radical? Il a développé 5 piliers pour ce projet qu'il appelle patriotisme républicain, entre guillemets, et qui doit être présenté à la mi-octobre plus précisément, décliné par les ministres qui feront comme d'habitude le service après-vente pour une présentation au Conseil des ministres le 9 décembre prochain. Le premier pilier, celui de la neutralité du service public. La principale mesure de ce point de vue-là annoncée, c'est que l'extension de l'obligation de neutralité des agents de service public aux salariés des entreprises publiques en général ou de celles qui assument des missions de service public. Et la possibilité pour les préfets de revenir sur des décisions municipales, par exemple, en termes de menus dits confessionnels, mais qui proposent pour certains des alternatives à ceux qui ne mangeraient pas ce qui est proposé par la cantine. Il y a aussi évoqué la question notamment des piscines et des horaires spécifiques hommes-femmes. Donc les préfets auront pouvoir d'intervenir en se substituant aux maires autoritairement, donc pour revenir sur ces décisions, quitte, si ça n'était pas appliqué, à prendre la main sur la collectivité. Le deuxième point, c'est les associations, puisque sur les associations, le président de la République a évoqué ces associations qui proposent des activités sportives, culturelles, artistiques et qui en profitent pour avoir une stratégie d'endoctrinement, a-t-il dit. Alors c'est un phénomène évidemment qui existe, mais j'en profite pour dire quand même que même sa ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a dit récemment que c'était difficilement chiffrable et que le phénomène était parfois survalorisé par rapport à l'existant. Une fois qu'on a dit ça, ce que propose le président ce matin en la matière, c'est l'extension des motifs de dissolution des associations. Aujourd'hui, c'est racisme notamment, incitation à la haine, de l'étendre aux questions d'atteinte aux dignités de la personne et à celles un peu plus floues, il faudra voir ce que ça donne, de pression psychologique. Voilà. Ensuite, avec le deuxième volet, c'est un contrôle accru et comme c'était attendu, la question des contrats passés entre les collectivités et les associations d'engagement en fait, de respect d'un certain nombre de valeurs sous peine de se voir supprimer les financements publics. Troisième pilier. Le troisième pilier, c'est celui de l'école. Et là, Emmanuel Macron annonce un changement de paradigme. Et effectivement, il y a quand même une proposition assez forte de ce point de vue-là, puisque Emmanuel Macron a annoncé qu'à partir de la rentrée de 2021, l'instruction serait obligatoire à l'école dès 3 ans. C'est-à-dire que les 50 000 enfants, selon les chiffres qu'il a évoqués, qui sont aujourd'hui à domicile, enfin qui suivent aujourd'hui un enseignement à domicile, eh bien, il y aura une obligation d'aller à l'école.
Cependant, Emmanuel Macron n'en oublie pas sa droite. Hein, il ne veut pas réveiller, il le dit lui-même, de vieilles passions. On se souvient des mobilisations dans les années 80 qui avaient animé la droite contre ce qu'ils avaient qualifié d'attaque contre la liberté d'enseignement. Et donc, pour ce qui est des écoles hors contrat, il ne s'agit pas de revenir dessus. Il s'agit de contrôles accrus dont les dispositions ne sont pas très détaillées pour le moment. Mais voilà, Emmanuel Macron ne s'attaque pas à ce pilier-là. J'en viens au quatrième pilier de cette stratégie, qui est celle directement de l'islam en France, a-t-il dit, non pas l'islam de France. L'expression employée, c'est l'islam des Lumières, hein, par le président de la République. Alors, il prend la précaution de dire, puisque c'était une critique qu'on avait préalablement entendu et qui pourrait se justifier au regard de ce qu'est notre droit sur la laïcité. Il prend la précaution de dire donc que ce n'est pas l'État lui-même qui va s'occuper de religion et de bâtir, mais qu'il va se positionner en accompagnement, notamment du Conseil français du culte musulman, pour structurer l'islam et modifier son financement. Il y a plusieurs mesures qui sont annoncées. D'abord, la fin de l'islam consulaire, c'est-à-dire de ces imams, de ces prédicateurs qui étaient envoyés depuis l'étranger en France, et donc avec une obligation finalement de formation en France et de labellisation de cette formation par le CFCM de ces imams et de ces prédicateurs. Le deuxième volet, évidemment, c'est la question du financement. Il y a déjà des dispositifs qui existent pour contrôler un certain nombre de choses. Là, il y a une incitation, l'une des principales mesures, c'est une incitation pour les mosquées qui, c'est le cas de la Grande Mosquée de Paris par exemple, il me semble, qui beaucoup sont sous statut de loi 1901, donc qui régit la vie associative, à passer sous le statut de la loi de 1905 qui régit en fait les associations cultuelles et qui implique un contrôle plus important. L'incitation, c'est que en fait il y a une fiscalité plus favorable et que les contrôles de toute façon seront les mêmes. Donc voilà, il y a aussi des mesures de financement qui viendront d'une structuration des pèlerinages à la Mecque, a-t-il été dit. Et le deuxième point important sur cette question, me semble-t-il, c'est ce qu'il annonce vis-à-vis du travail scientifique de recherche sur la question à la fois de l'islam et puis des civilisations, enfin le travail historique, sur le rapport de la France à son histoire coloniale, qui a d'ailleurs été entamé, c'est vrai, par Benjamin Stora, là, qui a été missionné par Emmanuel Macron. Alors de ce point de vue, il annonce des postes supplémentaires. Ça doit prêter à sourire chez certains de nos auditeurs, vu les mouvements effectivement dans l'enseignement supérieur et les dénonciations de ce manque de moyens dans toute l'université, mais parce que c'est aussi quand même une spécialité. On annonce quelques moyens. En réalité, quand on regarde, pareil pour les dédoublements de classes en CP, quand on regarde globalement la politique, on s'aperçoit que finalement c'est plus compliqué que ça. Ça me fait atterrir sur le cinquième pilier, qui est celui, je suis un peu longue, qui est celui de faire aimer la République, pour citer Emmanuel Macron. Alors, on cite toujours les mêmes dispositifs dans ces cas-là, dans les discours gouvernementaux. Je l'évoquais à l'instant, le premier qui est cité, c'est celui du dédoublement des classes de CP et CE1 dans les quartiers populaires, enfin dans les écoles REP+, notamment. Il y a aussi eu cet été, par exemple, les quartiers d'été, il y a les microfolies, enfin tout un tas de micro-projets qui relèvent de la politique de la ville qui sont développés.
Il promet, de ce point de vue-là, sur ces dispositifs spécifiques, des moyens supplémentaires. On sait les problèmes qu'ont posés, enfin, l'aspect positif d'avoir des classes dédoublées, mais les problèmes derrière de moyens que ça a posé, puisqu'on se retrouve parfois avec des enseignants qui ont deux demi-classes, mais dans dans un même espace physique, ce qui complique effectivement les choses. Et puis surtout, de ce point de vue-là, comme pour le concept qu'il adore manier d'égalité des chances, qui est en fait finalement juste une petite incise sur ce concept, parce qu'il est régulièrement utilisé même au-delà des cercles libéraux. Cependant, in fine, dans sa philosophie, il permet de justifier les inégalités, en tout cas de les renvoyer à la fin, puisqu'on aurait tout fait pour les faire disparaître à ceux qui en sont les victimes. Et concrètement, là, alors qu'il pointe à juste titre le fait que l'islamisme radical prospère aussi sur un défaut de service public, sur des missions qui ont été abandonnées dans ces quartiers-là par la République, dont un certain nombre de structures se saisissent pour faire vivre une forme de solidarité, mais avec bien sûr des arrière-pensées. Donc il pointe cela à juste titre, mais en revanche les mesures sont renvoyées à plus tard. Il promet des mesures pour l'égalité des chances dans les semaines à venir, sans parler évidemment donc du problème que pose ce concept. Et en plus, on sait qu'un certain nombre de ces dispositifs sont très utiles, évidemment, il ne s'agit pas de dire le contraire. Néanmoins, ce que réclament un certain nombre de ces territoires aujourd'hui, à l'instar, je pense par exemple à la Seine-Saint-Denis, où un rapport a montré le déficit d'État, la faillite de l'État dans ce département en termes d'école, de justice et de police aussi notamment, c'est tout simplement le retour au droit commun, c'est-à-dire que les mêmes moyens soient accordés dans ces territoires-là que dans le reste de la République. Et ça, pour l'heure, il ne semble pas qu'il en soit question. Voilà. Merci. Deuxième question. Ce discours sur la lutte contre les séparatismes, qui est devenu le discours contre l'islam radical, est annoncé depuis longtemps. On voit là qu'il y a une accélération, notamment dans le calendrier législatif qui doit suivre le discours prononcé. Alors quel est l'objectif, selon vous, d'Emmanuel Macron avec ce tempo et avec cette accélération des choses ? Alors, c'est vrai que ce discours est annoncé depuis longtemps. Il a été évoqué pour la première fois il y a un an après l'attaque qui avait lieu au sein de la préfecture de Paris. Ensuite, il est revenu à Mulhouse en février, ce thème du séparatisme, et il devait donner lieu à débat et à projet de loi dès le printemps initialement. Je rappelle que, petite incise là encore, mais que ce moment-là, c'est celui où on sort, en tout cas, on est dans le moment de la mobilisation de la réforme historique contre les retraites, donc un moment fort désagréable socialement parlant pour Emmanuel Macron, et on recentre le débat sur ces questions-là. Emmanuel Macron essaie, par anticipation, de se dégager de cette critique en disant il faut regarder la réalité en face. Bien entendu, il ne s'agit pas de stigmatiser. Mon discours n'est pas celui, pour aller vite, qui consisterait à pointer l'ensemble des musulmans du doigt, mais effectivement, il y a un problème qu'il faut traiter. Ça, c'est ce qu'il dit. Son gouvernement a, lui, préparé le terrain sur une toute autre tonalité. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, allant jusqu'à évoquer un risque de guerre civile quand même. Vous voyez la tonalité qu'on a voulu installer avec l'annonce de ce projet de loi, parce qu'il y a un enjeu pour les macronistes aujourd'hui à solidifier leur emprise sur l'électorat de droite, après des difficultés qu'ils ont rencontrées, notamment au moment des municipales, et puis qui se sont en plus là concrétisées ces dernières semaines dans les législatives partielles, et puis à remettre en selle des débats
où Emmanuel Macron, comme il a fait ce matin, peut se présenter en rempart du Rassemblement national. En fait, on joue sur les deux tableaux avec des ministres de l'Intérieur, enfin parce qu'il y a aussi Marlène Schiappa qui relève de ce ministère-là, qui joue la carte de l'autorité, de l'autoritarisme, de la lutte contre la guerre civile, etc., qui crée un climat quand même quelque peu délétère, hein. Et puis la carte du rempart à l'extrême droite avec une remise en selle aussi de ce duel, puisque on est désormais quand même à 18 mois de la présidentielle de 2022 et qu'il s'agit dès à présent de se poser dans le cadre de ce débat. D'ailleurs, Aurélien Taché n'avait pas manqué de le relever, ex-député LaREM, dès hier, puisqu'il disait que longtemps Emmanuel Macron a dénoncé les amalgames, aujourd'hui il les fabrique. Son discours essaye de se distancier par rapport à ça. Il n'en demeure pas moins comptable des sorties de ses ministres pendant l'été. Merci Julia Mlaoui et bonne journée. Bonne journée à tous, merci beaucoup.